Yeah. Money never sleeps, pal. Money, 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 must be funny in the richest girl. Oh, the richest girl, if I get a little money. Il faut bien admettre en effet que quelques petits excès ont été commis. D'ailleurs, à propos de marge, je trouve un peu baroque de vous prêter à 8% du pognon que vous faites travailler à 20. Money. Ils avaient le droit de faire ça? Le droit. Money. Avec moi, vous êtes sûr de revoir votre argent. I want you to deal with your problems by becoming rich. Je crois qu'il serait temps, messieurs, de tenir le langage du bon sens. Bonjour à vous tous. Nous poursuivons aujourd'hui ensemble le cycle des propositions, donc nouveau cycle dans le projet Prenez place. Donc il s'agit d'un ensemble de présentations d'une pluralité d'alternatives monétaires concrètes, très différentes. Ces alternatives peuvent être déjà en cours d'expérimentation, certaines depuis plusieurs années, comme la June, les monnaies locales, le Bitcoin et certains projets de crypto-monnaies. Elles peuvent être aussi encore à l'état de projet et dans ce cas, le projet doit être suffisamment concret et pensé. Ce sont les règles du jeu qu'on a définies pour ce nouveau cycle. Nous avons donc ouvert ce cycle avec la proposition de Philippe Desruder, une monnaie pour le bien commun. Et aujourd'hui, nous accueillons donc Henri Kotobi. Alors bonjour Henri. Est-ce que tu pourrais nous présenter ta démarche, celle qui t'a permis d'arriver à imaginer un nouveau système monétaire alternatif au modèle actuel? Bonjour Emmanuel. Oui, alors je vais commencer par rappeler aux auditeurs que je n'ai ni formation en économie ni en finance. Donc, je parle donc en tant que simple citoyen, mais un citoyen qui s'intéresse depuis un certain temps aux questions monétaires. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de présentation, je rappelle simplement que sur le plan professionnel, je suis chirurgien dans un hôpital public en région parisienne et que j'ai également un doctorat de philosophie à mon actif. Alors, pour parler de la démarche qui m'amène à présenter ici un système monétaire alternatif, je me suis rendu compte en préparant ce travail que je me suis clairement inspiré de ma double formation, de médecin d'abord, mais aussi un peu de ma formation en philosophie. Qu'est-ce qu'une démarche médicale? On commence avant tout par les symptômes, ensuite on poursuit par un diagnostic et enfin on propose un ou différents traitements, mais il y a aussi le suivi qui est très important parce que c'est vraiment le suivi qui nous permet de nous adapter au réel, comme dirait Louis Fouché. Et puis là, je rappellerai un grand principe en médecine, c'est que le remède ne doit pas être pire que le mal. Ça, c'est vraiment très, très important. Pour la méthode philosophique, je dirais que ce qui est très intéressant, c'est vraiment de chercher à aller à la racine des choses, de rechercher l'origine des problèmes et donc de remonter petit à petit à la source. Et c'est en philosophie ce qu'on appelle la méthode généalogique. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver confronté à des présupposés, c'est-à-dire un peu aux certitudes du moment, et que de temps en temps, il faut savoir ramer à contre-courant, je dirais, contre les idées reçues. Et du coup, on peut aller jusqu'à remettre en question le cadre de pensée même. Donc, la méthode généalogique, c'est vraiment en philosophie remonter de question en question, en fait. Et du coup, ça peut déboucher sur la remise en question du paradigme complet dans lequel on est en train de réfléchir et donc de démasquer un peu les idéologies sous-jacentes. Et c'est ça qui peut permettre parfois d'ouvrir des voies à des solutions qui sont réellement nouvelles. Alors justement, si on poursuit ce champ métaphorique de la médecine, donc quels sont pour toi les symptômes de la maladie qui touchent le monde moderne?
Bien, si on applique à la monnaie cette méthode, alors les symptômes, ben, on les trouve à tous les niveaux de la société, parce qu'on peut très facilement se rendre compte que l'argent a infiltré tous les pans, en fait, toutes les activités humaines et en fait tous les aspects de nos vies. Et ça concerne aussi bien le corps, ça concerne nos esprits, ça concerne nos relations, nos interactions. C'est assez étonnant, mais on peut prendre n'importe quelle activité humaine qu'on a et en essayant de se poser la question du pourquoi est-ce qu'on fait ci, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi on le fait comme ci, comme ça, on va très vite arriver au bout de deux, trois questions à une interaction avec l'argent et on va voir que l'argent intervient. Au bout d'un moment, c'est systématique. Et là, on se rend compte que l'argent, finalement, oriente. L'argent peut contraindre. Et puis, finalement, parfois, décider à notre place, en fait. Hein. Et donc, on assiste à une véritable pollution mentale, en fait. C'est parce qu'il n'y a plus un seul secteur de nos vies qui est épargné. Et je dirais, je ne suis pas psychiatre, mais d'un point de vue psychiatrique, on peut vraiment parler d'aliénation, à mon avis, tout du moins de dépendance à l'argent. Et je crois que c'est ça le grand symptôme de notre époque moderne. Et je dirais, au-delà de l'humain, en fait, on peut même faire ce constat sur toutes les autres manifestations de la vie sur Terre, que ce soit sur le règne animal, que ce soit sur le règne végétal. On est allé jusqu'à breveter le vivant, ou alors si on réfléchit aux méthodes industrielles pour fabriquer de la viande, par exemple, quand on pense aux OGM qui sont faites pour augmenter les rendements, etc. Enfin, il y a tout un florilège de symptômes qui montrent très clairement aujourd'hui que l'argent s'est infiltré absolument partout. Alors, comment fait-on le diagnostic de cette maladie? Alors, dans une démarche diagnostique, déjà, il faut savoir de quoi on parle. Et là, dans ce cas, d'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce que la monnaie? Ce qui est très important, c'est de se rappeler que la monnaie, c'est avant tout une invention humaine. Que c'est une invention qui est très ancienne, certes, mais probablement pas à l'échelle de l'Homo sapiens. Hein, on est sur plusieurs milliers d'années, certainement, mais l'Homo sapiens, c'est bien plus ancien, au moins 200 000 ans. Alors, comment on peut définir la monnaie? Elle est définie de façon assez classique par trois fonctions. La première fonction, c'est le fait de faciliter les échanges de biens et de services. C'est comme un petit peu de l'huile dans les rouages des échanges humains. La deuxième fonction, c'est l'étalon de valeur, c'est-à-dire que la monnaie sert d'étalon de valeur. C'est comme adopter un langage commun pour un groupe humain, en fait, hein, s'entendre sur un langage commun. Et la troisième fonction classique, c'est la fameuse réserve de valeur. Et ça, c'est le piège. C'est vraiment à partir de là qu'on voit tous les dérapages en rapport avec la monnaie, parce que c'est cette notion de réserve de valeur qui donne à la monnaie une valeur en soi, et donc du coup, qui attire les convoitises sur la monnaie. Et je dirais, la monnaie, à partir de là, devient une source de pouvoir. Et donc, c'est un pouvoir qui est un pouvoir sur les autres, qui est un pouvoir sur le corps des autres. Et du coup, c'est ce qui fait ressortir les penchants les plus, on va dire, obscurs des humains. Et clairement, ça attire les humains les plus avides, hein, les plus avides de pouvoir, de puissance, etc. Donc, ce qui est très important, c'est que sur ces trois caractéristiques de la monnaie, c'est qu'il faut bien distinguer les deux premières de la troisième. Hein, elles sont fondamentalement différentes. Alors, comment on arrive au stade de maladie avec cette affaire de monnaie? Ça vient justement de la part croissante de la fonction de réserve de valeur de la monnaie. C'est-à-dire que cette fonction de réserve de valeur, elle est devenue vraiment prédominante maintenant et elle a surtout explosé à partir du moment où on a créé ce qu'on appelle la monnaie dette. À partir du moment où la monnaie dette apparaît, cette fonction de réserve de valeur devient absolument énorme et prédominante. Alors, attention, hein, l'idée de la monnaie dette, c'est une idée qui est absolument géniale parce que c'est quelque part l'idée de créer de la monnaie quasiment sans limite
et donc d'ouvrir des possibilités de projets qui peuvent être extraordinaires. Mais évidemment, ça peut avoir des inconvénients de surdimensionner la monnaie, et on voit bien que depuis que la monnaie dette existe, en fait, la masse monétaire a littéralement explosé, ce qui évidemment n'est pas sans poser de problème. Et le principe de la monnaie dette est clairement dangereux parce que le principe même est que cette monnaie dette enrichit certains aux dépens d'autres qui, eux, sont endettés. C'est absolument le principe. Et donc, du coup, ça veut dire que la monnaie dette favorise surtout ceux qui possèdent le pouvoir de créer cette monnaie. Et parmi les conséquences qui sont assez délétères, c'est que, en fait, la monnaie dette, aujourd'hui, sous sa forme moderne, n'a plus vraiment de matérialité. Elle ne repose plus sur un matériau, comme avant, sur l'or, par exemple, qu'elle est particulièrement propice à la spéculation, parce que maintenant, c'est plus que des chiffres, avec des transactions qui sont totalement démesurées. Hein, on dit, par exemple, que aujourd'hui, l'économie réelle ne correspond plus qu'à 3% des échanges monétaires qui sont faits dans le monde, alors que au début du siècle, c'était évidemment la majorité des échanges qui étaient des échanges qui correspondaient directement à l'économie réelle. Finalement, c'est ça le plus grand effet délétère de cette monnaie dette, en tout cas de la façon dont on l'utilise, c'est que on déconnecte comme ça la monnaie de l'économie réelle, on crée des bulles financières, et c'est pour ça qu'on voit se succéder des crises systémiques. Alors, quel est ton diagnostic? Le diagnostic de cette maladie contemporaine, c'est-à-dire en fait la cause, c'est le pouvoir de création monétaire qui a été transféré aux banques privées. En fait, quand on comprend ça, on voit d'un jour tout à fait différent la situation actuelle. Et en France, c'est ce qui s'est passé à partir de la loi du 3 janvier 1973 de Pompidou. Je vais essayer d'illustrer avec cet exemple. L'État français a emprunté pendant 40 ans une certaine somme. Et en fait, on se rend compte quand on calcule que l'État français a remboursé la quasi-totalité de cette somme en 40 ans. Et pourtant, la dette a explosé. Elle a été multipliée par 10. Pourquoi? Parce que depuis cette loi Pompidou, l'État est obligé d'emprunter maintenant auprès des banques privées et avec intérêt. Le résultat, c'est que la dette qui a explosé, en fait, elle ne correspond que à l'accumulation des intérêts année après année, qui fait que 40 ans plus tard, on se retrouve avec une dette qui a été multipliée par 10, c'est-à-dire qui maintenant dépasse le PIB français. Donc, c'est-à-dire qui est totalement non remboursable. C'est illusoire d'imaginer pouvoir la rembourser. Et encore, là, je ne parle pas des dettes des entreprises qui arrivent à peu près au même volume, c'est-à-dire l'équivalent du PIB français. Et même chose pour la dette des particuliers. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, quand on cumule l'endettement de l'État souverain, des entreprises et des particuliers, on arrive à 3 voire 4 fois le PIB annuel de la France. On en arrive au traitement, ou plutôt donc, aux différents traitements possibles. Donc, quelles sont tes préconisations sur les traitements qu'on pourrait envisager? Alors, je vais partir de 3 principes généraux, et puis pour arriver ensuite après à la prescription. Alors, pour ces 3 principes généraux, le premier, c'est vraiment se réapproprier le pouvoir de création monétaire, c'est-à-dire le pouvoir de battre monnaie, reprendre cette souveraineté-là, c'est-à-dire le fait de se la réapproprier, mais bien sûr de mettre en place un moyen de décider ensemble qui, comment, quand, pourquoi est-ce qu'on crée notre propre monnaie. Parce que c'est vraiment le moyen de rétablir la confiance des humains envers leur outil monétaire ou leurs outils monétaires. Et pour rétablir cette confiance, on a besoin d'une transparence totale. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on met ensemble un groupe d'individus,
on se rend compte qu'ils doivent prendre une décision, débattre et prendre une décision, on se rend compte que la plupart des points de vue qui sont individualistes, le chacun pour soi, en fait, n'aboutit pas. Et que finalement, ce qui émerge, c'est vraiment l'idée du bien commun qui finit par émerger. Et en fait, c'est très intéressant de trouver une organisation qui laisse le groupe choisir et donc choisir ses propres priorités pour le groupe. Et vraiment, l'idée de créer sa propre monnaie, si on la crée dans ces conditions-là, on peut tout à fait espérer que les choix vont aller dans le sens du bien commun. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je passe au deuxième principe, c'est d'envisager un système à plusieurs échelles de monnaie. C'est-à-dire que pour que le système monétaire puisse fonctionner et tenir dans le temps, c'est très important qu'il y ait plusieurs niveaux de monnaie parce que ça augmente pour chaque niveau monétaire, on va développer après, ça augmente l'autonomie à chaque niveau d'utilisation de la monnaie et ça limite les interférences entre différents niveaux et du coup, ça augmente la résilience du système monétaire quand il fonctionne comme ça à plusieurs échelles. Et là, on rejoint une notion qui est en train vraiment de se développer, c'est la notion de permaculture monétaire. Ça correspond à une pluralité monétaire, en fait. Et clairement, pourquoi ce mot permaculture? C'est parce qu'on se rend compte qu'on a tout intérêt de s'inspirer du vivant, de s'inspirer de la biodiversité, de la capacité d'adaptation et de résistance qu'on voit, par exemple, dans les biotopes naturels, ou qui fonctionnent avec différents niveaux d'échelle. Ces différents niveaux interagissent, mais ils sont chacun relativement autonomes. Le vivant, ça devrait être une autre source d'inspiration au XXIe siècle, vraiment, aux antipodes de tout ce qui est projet transhumaniste, ultralibéralisme, scientiste, des projets eugénistes, etc. Le XXIe siècle, on devrait mettre la science au service du vivant, et non pas comme ça essayer que la technologie, petit à petit, se mette à remplacer le vivant. Vraiment, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'avenir. Alors, moi, ça c'est plus personnel encore. Moi, je dirais que il faudrait même aller jusqu'à faire allégeance au vivant, c'est-à-dire vraiment accepter à la fois sa part de mystère, mais reconnaître surtout l'intelligence du vivant, reconnaître sa puissance, reconnaître sa pérennité dans le temps, et puis reconnaître tout simplement sa supériorité. C'est-à-dire que nous, les humains, en fait, on fait partie du vivant. En aucun cas, on peut prétendre être supérieur, ça n'a même pas de sens. On n'est qu'une partie de ce vivant. Alors, le troisième principe qui est essentiel, c'est la primauté du local. Et ça, c'est la dimension fondamentale. C'est la plus importante, c'est la base. En fait, c'est la clé. Pour tout projet monétaire ou tout projet sociétal, vraiment, la dimension locale, c'est par là qu'il faut commencer. Et ce qu'on peut dire, c'est que jusqu'à maintenant, elle a été particulièrement maltraitée, elle a été particulièrement maîtrisée, elle est vraiment en souffrance dans nos sociétés modernes. Et c'est par là qu'il faut tout reconstruire, en fait. Alors pourquoi? Parce que la dimension locale, c'est vraiment le lieu de la vraie reconnexion entre les humains. C'est vraiment la bonne échelle parce que les gens se connaissent. C'est le retour de la confiance, la vraie confiance. Et puis, c'est là que se passe une bonne partie de l'économie réelle. C'est là que les réseaux se créent. C'est là qu'on peut développer les circuits courts. Et donc, c'est là finalement qu'on va pouvoir respecter à nouveau la nature et puis finalement se réconcilier avec elle. Cette dimension locale, il y a un outil monétaire qui est parfaitement adapté et ce sont les monnaies locales. C'est vraiment l'outil qui est adapté à cette échelle-là. Et quelle spécificité ont les monnaies locales? C'est que, en fait, si on revient sur les trois fonctions de la monnaie, c'est que les monnaies locales n'ont pas la fonction de réserve de valeur. Les monnaies locales sont intéressantes pour favoriser les échanges de biens et de services, pour servir de référentiel pour la valeur, mais ça ne sont pas des réserves de valeur parce que ce qui vaut localement, la monnaie locale qu'on utilise, elle n'a aucune valeur 100 km plus loin ou dans une autre ville. Donc, elle n'a d'intérêt que si on la fait circuler. Et du coup, ces monnaies locales, c'est un super outil pour augmenter
dans l'avenir, un nouveau système monétaire qui serait basé sur ces 3 principes, ça pourrait donner quoi selon toi? Est-ce que tu peux nous donner peut-être un exemple? Oui, 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 oui. Alors, je vais juste reprendre ces 3 principes. Donc, c'est 1, le fait de se réapproprier la création monétaire. 2, le fait d'introduire plusieurs échelles de monnaie. Et puis 3, c'est vraiment la primauté du local. Alors, je vais essayer de vous proposer un petit modèle simplifié pour illustrer. Alors, ce modèle est en partie inspiré par plusieurs livres sur la monnaie que j'ai lus, de Philippe Derrida et de Denis Laplume notamment, et aussi d'un roman d'anticipation qui s'appelle Ma chère fille, qui décrit un monde qui présente plusieurs niveaux de monnaie, dont une monnaie locale qui s'appelle la dot d'ailleurs. C'est assez amusant, il y a un jeu de mots dedans. Alors, comment ça pourrait se présenter? Il faut d'abord imaginer des communes qui sont organisées partout avec chacune sa propre monnaie locale. Chaque commune crée sa propre monnaie locale selon ses besoins, selon ses projets, évidemment sur des décisions qui sont prises en assemblée citoyenne. Ce sont des assemblées populaires qui pourraient très facilement se mettre en place. Le point très important, c'est que la monnaie qui est ainsi créée est ensuite quand même détruite à chaque fois que le projet a été réalisé. Elle sert pour élaborer ce projet, et puis ensuite, après, une fois que le projet a lieu, une fois que la chose est fabriquée, etc., eh ben, on détruit cette monnaie, ce qui évite évidemment le trop-plein de monnaie qui entraîne l'inflation, bien sûr. Alors, entre ces différentes monnaies locales, est-ce qu'il y a une parité? La réponse est oui. Il y a une possibilité d'échange de ces monnaies locales avec un rapport de 1 à 1 entre les régions, entre les communes, entre les villes. Ensuite, il y a une échelle nationale où il existe une monnaie qui est utilisable sur tout le territoire. Alors, comment elle est créée, cette monnaie? Là, on pourrait imaginer une monnaie libre de type June, par exemple, qui serait utilisée à l'échelle nationale, avec une création monétaire qui serait comme la June, égalitaire, individuelle, transparente. Donc là, je fais référence à tout ce qu'on a déjà dit, donc prenez place sur la June, mais également avec la possibilité pour l'État de créer également cette monnaie libre, donc cette monnaie nationale, en toute transparence, mais uniquement pour des objectifs bien précis. D'une part, pour financer les missions régaliennes de l'État, qui sont indispensables pour la société, et d'autre part, pour financer éventuellement des projets qui sont en lien avec le bien commun. Ça nécessiterait, cette monnaie nationale nécessiterait la mise en place d'une fiscalité pour que ensuite l'État puisse récupérer une partie de la monnaie qu'il a créée dans le but de la détruire. On crée d'un côté, mais il y a un moment où il faut aussi, une fois que l'action est mise en place, une fois que l'objectif est atteint, il faut pouvoir la détruire pour pas justement engendrer un trop-plein de monnaie circulante et donc de l'inflation. Et ça pourrait se faire par le biais de la fiscalité en monnaie nationale. Alors, pour la question de la parité, toutes les monnaies locales seraient à parité avec cette monnaie nationale, 1 pour 1. Mais attention, alors là, il y a vraiment une clé dans ce système, c'est que même si ces monnaies locales et cette monnaie nationale représenteraient la même valeur, par contre, pour le change, il y aurait un différentiel. C'est-à-dire qu'on pourrait changer ces monnaies dans les deux sens, changer de la monnaie locale en monnaie nationale et inversement, mais par contre, le change se ferait toujours et systématiquement en faveur de la plus petite des monnaies. Et là, je reprends l'exemple du roman où il est montré, par exemple, que 100 unités de monnaie nationale, si on les change en monnaie locale, on changerait contre 110 unités de monnaie locale. Donc, c'est avantageux de changer sa monnaie nationale en monnaie locale et donc de dépenser localement cet argent. Et inversement, si on a besoin de monnaie nationale et qu'on possède de la monnaie locale, pour 100 unités de monnaie locale, quand on convertit en monnaie nationale, on n'en a que 90. Donc, ça veut dire qu'on a toujours la possibilité éventuellement d'obtenir de la monnaie nationale ou un peu plus pour un projet précis, mais il y a toujours un intérêt à d'abord voir si localement et en monnaie locale, on ne peut pas régler son problème et faire avancer son projet. Et ensuite, en troisième niveau, il y aurait un niveau de monnaie internationale, bien sûr, mais qui serait dédié et limité aux échanges de biens et de services qui sont spécifiques à l'international. C'est-à-dire que ça pourrait, par exemple, concerner que la question de certaines matières premières
ou alors certaines activités internationales transversales, avec le même principe de change, c'est-à-dire un change possible, mais un change toujours en défaveur de la monnaie internationale et en faveur de la monnaie du dessous, c'est-à-dire de la monnaie nationale. Également avec la possibilité de créer cette monnaie internationale. Il faut penser ensuite à la détruire une fois que l'objectif est atteint, mais uniquement sur des projets et des besoins qui sont en rapport avec le bien commun. Et là, pour donner quelques exemples, c'est simplement, par exemple, de financer la grande question de la dépollution des océans, par exemple, ou la grande question de la dépollution de l'espace, parce que maintenant, on en arrive là, ou de la reforestation. Voilà, toutes ces grandes causes, la préservation de la biodiversité, enfin, toutes ces grandes causes à l'échelle internationale qui pourraient nécessiter qu'on crée de la monnaie internationale, et on pourrait très bien s'entendre et s'accorder pour le faire, et ensuite mettre en place ce système de destruction de cette monnaie une fois que on a fait avancer le projet, et une fois que le projet est en place ou réalisé. Donc en résumé, on verrait un modèle avec localement des monnaies locales absolument partout, avec un système de création locale et de destruction locale, avec un contrôle citoyen, avec une transparence complète, et avec vraiment des objectifs qui sont liés au bien commun. On aurait au-dessus un système de monnaie libre à l'échelle nationale, avec également un système de création monétaire qui serait transparent, qui serait contrôlé, qui serait dédié d'une part aux missions régaliennes de l'État et d'autre part à des projets nationaux, mais qui vont aussi dans le sens du bien commun. Et au-dessus, on aurait un système de monnaie internationale qui serait dédié à des activités qui sont spécifiquement liées à la dépollution, par exemple, je dirais à la préservation de la vie sur Terre, en fait. Et donc, toujours entre ces différents niveaux, un taux de change qui serait systématiquement à l'avantage de la monnaie du dessous, pour vraiment inciter tout le monde à relocaliser et vraiment à s'appuyer d'abord sur le local, sans interdire qu'on ait l'ambition de projets, soit à l'échelle nationale, régionale, nationale ou internationale. Voilà, donc c'est vraiment un système qui permettrait une très très grande résilience et finalement une grande force dans le sens où il y a très peu d'interférences finalement entre les différents niveaux, c'est-à-dire que si ça secoue, par exemple, à l'échelle internationale et qu'on a des décisions à prendre, il n'y a pas forcément d'impact direct sur l'échelle locale comme ce qui se produit aujourd'hui. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, au niveau local, on est totalement dépendant des décisions qui sont prises à l'échelle internationale et qui n'ont strictement rien à voir avec ce qui se passe localement. Et pourtant, on les subit directement, de plein fouet. Concrètement, que peut-on faire, nous, citoyens, à notre échelle, pour mettre en place un système de ce type? Autrement dit, quelle peut être la mise en œuvre d'un système donc avec ces trois niveaux monétaires? Déjà, ce qu'il faudrait faire concrètement, il y a trois choses immédiates qui sont possibles à réaliser sans attendre. D'une part, bien se persuader, bien se convaincre que les crises financières systémiques arrivent, qu'elles arrivent. C'est-à-dire que là, on est au bord de l'effondrement de ce système financier-là. On est au bord de cracks financiers certains et c'est peut-être ce qu'on nous annonce avec ce fameux grand reset qui donne une idée de la dimension de ce qui nous attend si on ne réagit pas. La deuxième chose qu'on peut faire immédiatement, c'est vraiment de renoncer tout de suite à un système idéal, parfait et au fait qu'on pourrait passer de l'un à l'autre comme ça. Évidemment que non, c'est absolument pas réaliste. Il faut penser, il faut raisonner, à mon avis, par petits pas, petites étapes. De toute façon, c'est que comme ça que les choses vont vraiment changer et que les gens vont petit à petit adopter des systèmes d'avenir. Et je dirais la troisième chose qu'on peut faire tout de suite, immédiatement, c'est de rejoindre les expérimentations en cours. Ces expérimentations monétaires, c'est au minimum des pistes ou voire des refuges pour demain. Et au mieux, c'est vraiment l'avenir, c'est-à-dire que ce sont les outils monétaires de demain. Et c'est d'autant plus important de les rejoindre dès maintenant que ce sont des systèmes qui sont encore fragiles, qui sont quand même à risque de prédation par le système financier actuel. Donc c'est très important de les intégrer pour les renforcer, pour les faire vivre et pour les aider à se développer en fait.
Et là, je vais faire une aparté, notamment pour tous les gens qui sont sceptiques par rapport à ces alternatives monétaires. Et je prendrai l'exemple des monnaies locales parce que pour les gens qui se penchent sur ces expériences de monnaie locale, beaucoup se disent oui, mais de toute façon, c'est adossé à l'euro, donc c'est complètement inoffensif, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Ben, c'est vraiment pour dire à ces gens qu'il faut regarder à deux fois, il faut vraiment se détromper sur ce présupposé, parce que derrière cette idée de monnaie locale, il y a vraiment un pouvoir, une puissance absolument énorme pour bouger les lignes. Alors, je vais essayer d'expliquer pourquoi. Pour comprendre ça, il faut d'une part revenir sur les premières expériences historiques de monnaie locale qui étaient adossées à rien du tout. Et là, je renvoie sur l'exemple de Vorgel en 1932. C'est une ville en Autriche qui a développé une monnaie locale qui a permis de sortir de la crise là où tout autour, les villes étaient dans une situation sociale et économique catastrophique. Et il y a pour ça un super film qui a été fait, qui retrace cette expérience historique, qui s'appelle La monnaie miraculeuse, et là maintenant qui est sur YouTube. Donc, c'est pas difficile d'aller regarder ce film, et c'est vraiment très, très intéressant. Et en fait, pour comprendre le pouvoir potentiel de ces monnaies locales, il faut tout simplement se projeter dans une situation où la crise se majore, que par exemple, on a un taux de chômage qui explose, et donc l'euro lui-même ne circule plus, il n'y en a plus réellement dans les caisses, sur les comptes des gens. Et en fait, si on est dans un endroit où il y a déjà beaucoup de monnaies locales qui circulent, à ce moment-là, on peut imaginer que les gens, et ça s'est déjà passé historiquement dans certaines situations, les gens vont se mettre à avoir plus confiance dans leur monnaie locale qui leur permet, à prix coûtant, de continuer à échanger, alors que la monnaie nationale, la monnaie officielle s'effondre, fluctue, devient complètement instable et avec laquelle on se retrouve en perte de confiance totale, en fait. Et donc, ce moment-là, qui va certainement revenir bientôt, c'est le moment où on peut imaginer que les monnaies locales coupent le cordon avec l'euro et donc dénoncent cette parité. Et c'est là qu'on aura tout l'intérêt de ces monnaies locales qui, en plus, seront déjà assises sur les réseaux qu'elles auront mis en place, sur les réseaux de proximité et sur l'économie locale, qui est vraiment la priorité à préserver en cas de crise, en fait. C'est ce qui permettra notre survie. Sinon, je vais donner aussi un autre exemple pour illustrer ce qui se passe en ce moment sur le terrain. C'est, par exemple, ce qu'on fait au niveau du groupe alternatif monétaire jaune, où on travaille à l'articulation de plusieurs initiatives monétaires. En l'occurrence, chez nous, c'est vraiment les monnaies locales et la June qui sont représentées dans le groupe, où on essaie de réfléchir à la fois comment articuler ces expériences, comment les rendre complémentaires, et je dirais comment envisager un système monétaire plus large avec différents niveaux de monnaie et pourquoi pas justement cette idée de change qui serait toujours en faveur de la monnaie, du niveau monétaire le plus local. Pour continuer à emprunter le champ métaphorique médical, quelle serait ta prescription? Alors, ma prescription, eh bien, elle repose sur 5 médications. La première, c'est déjà de s'approprier plusieurs livres, quelques vidéos, quelques sites qui sont à explorer et qu'on va mettre en lien sous cette vidéo. Donc ça, ce sera la première médication prescrite. La deuxième, c'est de prendre contact d'emblée avec votre monnaie locale du coin ou avec la June, et encore mieux, avec les deux. La troisième médication, c'est quand même prendre le temps de se renseigner sur les crypto-monnaies, je dirais surtout pour bien prendre conscience du potentiel de la blockchain, ce qu'on appelle la blockchain, mais aussi pour commencer à flairer un peu les limites, les travers ou les risques qu'il peut y avoir, y compris les risques de récupération de ce genre d'outils par le système financier actuel.
Alors, la quatrième médication, c'est vraiment de commencer dès maintenant à parler autour de vous des deux questions fondamentales qui sont la question de la dette, hein, comment elle est faite, d'où elle vient, finalement, quelle est l'arnaque qu'il y a derrière la dette, les dettes monstrueuses qu'on a aujourd'hui, et puis la question de la création monétaire. Les gens ne connaissent pas assez bien, c'est indispensable de sensibiliser son entourage, de commencer à sensibiliser son entourage à ces réalités-là. Et enfin, la dernière médication, c'est d'intégrer dès maintenant et de rejoindre dès maintenant les réseaux locaux que vous avez autour de vous, les circuits courts, et surtout d'essayer de leur proposer des outils monétaires alternatifs, que ce soit la June ou les monnaies locales. Et puis, je dirais, si vous n'avez pas grand-chose autour de vous, c'est de vous lancer dans la formation de votre propre équipe. Et puis, je dirais, pour les plus motivés d'entre vous, c'est de nous rejoindre dans le groupe Alternative Monétaire Jaune, hein, pour continuer à réfléchir ensemble. Voilà, en conclusion, je dirais qu'il faut surtout qu'on commence dès maintenant tous à se préparer, à être en capacité, le moment venu, d'accueillir la masse de gens qui vont se retrouver certainement complètement perdus, complètement déboussolés par ce qui va nous arriver sur le plan financier. Et pour ça, pour pouvoir accueillir tous ces gens, il faut absolument qu'on ait quelque chose à proposer qui existe déjà. C'est vraiment ça sera pouvoir leur montrer par l'exemple, par ce qui fonctionne déjà. C'est ça qui marchera en fait, hein. Parce que ça vaut mieux que n'importe quel discours en fait, hein, quand on a déjà construit quelque chose qui fonctionne. Voilà, donc je vous invite vraiment, vraiment à rejoindre, comme vous l'avez compris, les monnaies locales qui existent déjà, la June, et tous les groupes et tous les réseaux qui sont déjà constitués ou en train de se constituer. Voilà, Emmanuel. Merci beaucoup Henri pour cette belle proposition. Nous vous invitons à prendre place dans ce chantier de pensée aujourd'hui que nous pensons urgent, à vous approprier cette question monétaire sous tous ses angles, toutes ses échelles. L'important, c'est vraiment ce processus d'appropriation citoyenne des outils monétaires. Alors, prenez place.